Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, Côte d'Ivoire avec l'intervention du président Laurent Hakoun, Ovajab, Média Mensonge et pour finir, Actualité en France. Commençons tout de suite avec l'intervention du président Laurent Hakoun. C'est que ceux qui ont armé ces Ivoiriens et Ivoiriennes pour attaquer leur pays dans la nuit du 18 au 19 septembre, ceux-là, conformément à leur vision du monde, estimaient que le président Laurent Gbagbo était insoumis, que le président Laurent Gbagbo allait, alors qu'il n'avait pas encore posé ces actes-là, remettre en cause leur domination sur notre pays. Or, vous me permettez que je vous rappelle, et ça s'est inscrit dans l'acte constitutif du Front populaire ivoirien depuis les années 1990, mai 90 exactement, nous sommes constitués contre toute forme de domination sur la Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire. Et ça, quand un homme comme Gbagbo arrive au pouvoir dans un contexte particulier lié à la guerre entre les héritiers d'Oufouette et que les militaires, justement, mettent fin à cette guerre des héritiers, l'élection d'octobre 2000, Laurent Gbagbo n'était pas prévu. Dans les calculs qui ont eu lieu, et vous pouvez réinterroger notre histoire récente, personne, aucune des puissances occidentales à l'époque, ne s'était élevé contre la volonté de feu Robert Guéhi de se porter candidat. Et donc Laurent Gbagbo était considéré comme du bonifotin. Or Laurent Gbagbo a des assises, et depuis les années 70-71, date à laquelle moi je l'ai connu en tant qu'élève dans un des lycées d'Abidjan, et que nous avons fait la prison à Séguéla, Laurent Gbagbo est implanté dans son pays. Donc, personne ne voyait Laurent Gbagbo comme vainqueur du scrutin d'octobre, du 22 octobre 2000. Et lorsqu'il arrive au pouvoir, c'est dans une adversité. Au début, tout le monde disait qu'il va se casser le nez et il ne pourra pas réussir. Il faut dire que dans les années 2000, il y a eu un contexte qui nous a été extrêmement favorable, c'était les socialistes, à travers Lionel Jospin, qui était au pouvoir dans le cadre de la cohabitation en France. Donc, finalement, nous avons pu passer la période de 2001. Nous, porteurs d'un programme, nous avons fait ce que nous avons appelé la nécessité de nous réconcilier avec les autres Ivoiriens et les Ivoiriens entre eux. Et c'est ça qui a été le forum de la réconciliation dans le dernier trimestre de l'année 2001. Et les choses avaient commencé donc légèrement à s'améliorer au niveau national et international, surtout avec les institutions monétaires internationales. Je me souviens, en 2001, 2002, fin 2001, début 2002, le gouvernement conduit par Pascal Affi-N'Guessan, qui était à l'époque notre président au niveau du Front populaire ivoirien, s'était même rendu à Washington pour renégocier la reprise des échanges avec les institutions qui avaient rompu avec la Côte d'Ivoire. Hein. Rappelez-vous, après les 18 milliards de l'Union européenne qui avaient été, qui s'étaient volatilisés dans le trésor public sous M. Bédier. Donc, personne ne croyait en nous. La guerre qui a été déclarée, financée, soutenue avec la base arrière du Burkina de M. Blaise Compaoré, cette guerre-là était la guerre de ceux qui ne voulaient pas voir un monsieur comme Laurent Gbagbo et une équipe qui voulait compter d'abord sur les forces nationales. C'est ça qui explique cette guerre, ce n'est pas autre chose. Donc, on ne nous a pas attaqué parce que Laurent Gbagbo, en septembre 2002, avait une mauvaise gouvernance. On nous a attaqué parce que ce que nous pensons, ce que nous voulons pour notre pays et pour l'Afrique,
cela ne plaisait pas à certains maîtres du monde. Voilà le réel. Tout de suite, au Vajab. Serein, la lutte continue contre la voyoucratie occidentale. Si le combat de notre souveraineté passe par un procès pour que définitivement les commanditaires de ce qui nous arrive en Afrique soient exposés au monde, allons au procès avec sérénité. Courage, ne baissons pas les bras, on va aller jusqu'au bout. À partir de ce jour, plus de soutien politique aux partis impliqués dans la déstabilisation en Afrique. On les connaît tous, ils ont diabolisé le président Laurent Gbagbo et continuent de diaboliser ceux qui disent la vérité ici et en Afrique. C'est la libération de Gbagbo qui apaisera la Côte d'Ivoire. Donc restons mobilisés autour du président Laurent Gbagbo, président légitime de Côte d'Ivoire, victime d'un coup d'État de la France, puis otage à la CPI suite au mensonge de Fatou Draman Bensouda et son dossier mal soudé au profit du Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire. En effet, la Côte d'Ivoire traverse depuis 2002 une profonde crise engendrée par une rébellion armée soutenue par la France. La situation s'est aggravée depuis que Laurent Gbagbo, président constitutionnellement élu et investi, a été livré le 11 avril 2011 par l'armée française à Ouattara et déporté le 1er décembre 2012 à La Haye, où la procureure Bensouda peine à réunir des preuves contre lui. Tout de suite, Média Mensonge. Est-ce que tu veux dire un mot sur l'interview de France 2 hier ou ça n'a aucun intérêt? C'est-à-dire que France 2 m'a contacté en me disant qu'il faisait une émission sur l'émergence de nouveaux médias, la réinformation, la contestation des vérités officielles, etc. Et donc, je dis peut-être c'est un moyen pour eux pour rétablir des relations. On voit bien que dans l'administration française, il y a beaucoup de gens qui cherchent à établir des contacts. Donc j'ai accepté de faire une interview en duplex. Et en fait, l'interview, c'était tout à fait sur un autre sujet, puisqu'ils m'ont posé des questions. J'avais l'impression de revenir 15 ans en arrière. J'étais complètement surpris. Donc des questions sur... est-ce que ça vous gêne pas que vos articles soient repris sur des sites d'extrême droite, ce genre de choses? Je dis c'est tellement bizarre pour moi. Je fais un travail qui est complètement international. On cherche à me ramener dans un truc purement franco-français avec des arguments complètement nuls. J'ai été désagréablement surpris et puis je veux dire attristé parce que j'ai l'impression que la télévision française ne sortira jamais du piège dans lequel elle s'est elle-même enfermée. Quel est ce piège? Défendre le point de vue du gouvernement français même quand on sait qu'il est infondé, relayer des informations fausses quand on sait qu'elles sont fausses, attaquer tous les gens qui contestent cette propagande, qualifier d'extrême droite et d'antisémite tous les gens qui trouvent un auditoire. Voilà. Je trouve ça lamentable, mais bon. Et c'est un problème vraiment franco-français, parce que on trouve ça dans une moindre mesure dans l'ensemble des pays de l'Alliance Atlantique, mais vraiment en France, il y a une intensité de ce problème qu'on ne trouve pas ailleurs dans aucun État de l'Alliance Atlantique. Ça vient d'où selon vous cette spécificité française? Ça vient du gouvernement français, exclusivement de lui, parce que aujourd'hui le gouvernement français est le plus suiviste des États-Unis qui soit, et pas simple, je dirais même pas de la Maison Blanche, puisqu'il suit
le groupe des faucons libéraux et des néoconservateurs, donc c'est même pas la politique officielle des États-Unis. Mais voilà, ils ont perdu toute idée de défendre les intérêts français. Et ça crée un tel problème par rapport à leurs électeurs que voilà, ils sont forcés de se barricader dans un tissu de mensonges. Et ça m'a surpris parce que la semaine dernière, j'ai été invité en Allemagne. Les autorités allemandes se sont portées garantes de ma sécurité. Ça ne m'était jamais arrivé d'être invité dans un État de l'Alliance Atlantique depuis 2007. Et j'ai des invitations qui viennent d'autres pays de l'OTAN. Donc j'imaginais qu'en France, ça allait être un peu pareil, d'autant qu'il y a beaucoup d'hommes politiques français en ce moment qui prennent des contacts pour savoir ce qui se passe ici et tout ça. Et voilà, je constate que France Télévisions sera le dernier à comprendre le monde dans lequel on vit. Merci. Et pour finir, actualité en France avec l'affaire des Mistral. Et sans transition, l'Égypte n'a toujours pas payé à la France les 2 navires de type Mistral. Les liens plus qu'étroits entre Le Caire et Riyad pourraient amener l'Arabie Saoudite à régler l'addition. Une enquête de Pierre Bergerot. Si l'Égypte était prête à tout pour acheter les porte-hélicoptères de type Mistral, ses finances rendent incertain le paiement des 2 navires. En tout cas, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, affirme n'avoir reçu aucun virement. L'Égypte peut néanmoins compter sur un allié de poids. En effet, l'Arabie Saoudite a versé près de 4 milliards d'euros à l'Égypte pour l'aider à se remettre à flot après l'arrivée du général Al-Sisi. En échange, Riyad avait reçu le soutien du Caire dans la guerre menée au Yémen face aux Houthis chiites, alliés de l'Iran. Le 30 janvier dernier, les 2 pays ont signé un accord de coopération sécuritaire et économique pour constituer une force arabe commune en mer Rouge et en mer Méditerranée. Certains experts expliquent que l'Arabie Saoudite pourrait financer les 2 navires pour rendre service à la France. Le ministère de la Défense s'interdit toute réponse. Le politologue français d'origine libanaise Richard Haddad évoque le poids des contreparties à venir. Les contreparties, c'est l'influence de l'Arabie Saoudite sur la France. J'entends par là, lorsqu'on est le grand argentier des contrats d'armement par plusieurs milliards d'euros, on a une influence sur le pays qui encaisse. Donc l'influence, c'est-à-dire la France ne pourra pas critiquer ou condamner l'Arabie Saoudite fermement avec des sanctions lorsque cela est nécessaire. Tout le monde sait que l'Arabie Saoudite viole le droit international, les droits de l'homme. L'Arabie Saoudite tient la France et dans une moindre mesure l'Europe grâce à l'argent. En attendant, la France recevra un équipage de 400 marins égyptiens dès la fin janvier pour les former à piloter les 2 bâtiments. Le premier quittera Saint-Nazaire au printemps pour rejoindre les eaux égyptiennes. L'arrivée du deuxième est prévue pour l'été. À Paris, le gouvernement affirme toujours avoir fait une très bonne affaire avec l'Égypte. Mais pour Jean-Vincent Brisset, expert à l'IRIS, la désinformation sur le coût de l'opération a été soigneusement organisée. En effet, certains parlent d'une perte pour la France pouvant aller jusqu'à 1,5 milliard d'euros. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.